Monsieur le sous-préfet, Madame la vice-présidente de la région, transformée en tour opérateur, Madame la vice-présidente de la métropole, Monsieur le président du Collège de médecine générale, Mesdames et Messieurs les élus, chers internes. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité à ce congrès, le 23e congrès des internes de médecine générale. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour le choix que vous avez fait de devenir médecin généraliste. C'est un métier passionnant, porteur de sens, et avec un mari médecin généraliste, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, les médecins généralistes, et plus particulièrement les médecins traitants, sont sous les feux des projecteurs, car nous en manquons. Vous le savez, nous sommes dans le creux de la vague démographique. Au 1er janvier 2022, l'adresse comptabilise 126 000 médecins généralistes, mais seulement 50 000 d'entre eux sont conventionnés et en activité. Ceux qui sont le plus pénalisés aujourd'hui par ce manque de médecins, vous le savez au quotidien, d'abord les médecins, mais ce sont aussi les patients. Quelques chiffres, vous les connaissez, mais il est bon quand même de les rappeler. 6 millions de nos concitoyens sont sans médecin traitant. 650 000 d'entre eux sont des patients en ALD. Chiffre encore plus marquant, 20% des patients en ALD sans médecin traitant n'ont pas vu de médecin généraliste en 2021. 4% des patients en ALD sont sans médecin traitant. En tant que ministre délégué en charge des professions de santé et des territoires, je suis bien sûr à l'écoute des professionnels de santé et des étudiants. Mais surtout, en tant que ministre, je me dois d'apporter des solutions à nos concitoyens. Enfin, je me dois surtout d'apporter des solutions pragmatiques. Être pragmatique, c'est d'abord surtout s'assurer d'une chose simple. Nos soignants doivent consacrer la majeure partie de leur temps à soigner. Cela peut paraître assez évident, mais c'est pourtant l'une des clés pour résoudre nos problèmes actuels. C'est pour cela que libérer du temps soignant est l'un des objectifs principaux au cours des prochains mois. Alors comment allons-nous faire ? D'abord, il nous faut libérer les soignants de certaines tâches administratives en ville comme à l'hôpital. C'est notamment pour cela que nous atteindrons les 10 000 assistants médicaux d'ici la fin 2024. Et pour arriver à cet objectif raisonnablement optimiste, je vais travailler activement avec l'ensemble des parties prenantes autour de 3 leviers principaux. Tout d'abord, améliorer le contrat d'aide financière accordé dans le cadre de la convention médicale. Bien sûr, cela dépendra de l'issue des discussions entre les syndicats et l'assurance maladie. La formation ensuite, que nous pouvons certainement encore adapter pour mieux répondre aux besoins des professionnels. Une mission IGAS va d'ailleurs être lancée prochainement sur ce sujet spécifique. Enfin, les conditions d'accueil et l'aide à l'adaptation des locaux. De nombreux médecins que je rencontre me disent que s'ils n'ont pas de locaux adaptés pour accueillir un assistant médical. Je vais donc entamer un travail notamment avec les élus et les collectivités pour trouver des solutions. Pour libérer du temps soignant, il ne suffit pas de créer des assistants médicaux. Il faut aussi simplifier un certain nombre de tâches administratives. Là encore, il faut être pragmatique. Les professionnels me le disent systématiquement. Ils ont l'impression de crouler sous les formalités administratives. Et parfois, ça n'est pas qu'une impression. Le ministre François Braun a annoncé hier 15 mesures parmi lesquelles les règles en matière de demande de certificat médical seront clarifiées avant la fin du premier trimestre 2023. Un point d'entrée unique sur le site servicepublic.fr regroupant toutes les informations actualisées sur les demandes de certificats médicaux pour les patients comme pour les médecins sera en ligne d'ici l'été 2023. Une mobilisation accrue des éditeurs de logiciels pour continuer à proposer aux médecins libéraux des produits ergonomiques et respectant le cahier des charges du Ségur. Être pragmatique lorsqu'on manque de ressources, c'est également utiliser au mieux les compétences de chacun. Nous ne cessons de le dire, nous devons mieux collaborer, mieux travailler en équipe et mieux se répartir le travail entre les professionnels de santé. Nous devons aller plus loin en matière de coordination. Nous devons développer la prise en charge en équipe, sous forme d'équipes traitantes, autour du médecin, avec un partage d'activités entre les professionnels. C'est l'esprit porté par l'accord du Clio Santé. C'est aussi l'esprit que la PPL RIST adoptée à l'Assemblée nationale qui sera discutée au Sénat mardi prochain. L'esprit de cette loi est celui d'une meilleure coopération entre les professionnels de santé sans dégrader la qualité des soins. On entend beaucoup de choses, souvent fausses, autour des fameux transferts de compétences. J'entends et je comprends que certains aient peur face à cette évolution.
C'est normal, cela peut bousculer les habitudes. Mais sur le terrain, dans les faits, cette coopération existe dans de nombreux endroits. C'est le plus souvent dans les débats institutionnels et dans les mots que l'on bloque. Mais dans la pratique, au quotidien, c'est souvent plus simple. Permettez-moi de vous dire et de souligner quelque chose d'important. Développer les coopérations et élargir les compétences de certains professionnels de santé ne veut pas dire remettre en cause le médecin. Au contraire, le médecin généraliste traitant doit rester la pierre angulaire de notre système de santé. Son mode d'exercice doit simplement évoluer et s'appuyer sur les compétences des autres professionnels de santé qui l'entourent. Et c'est le pharmacien qui vous parle. En parallèle, il est également indispensable de trouver des voies qui permettront de toujours mieux concilier le principe de liberté qui définit la médecine libérale et qui ne saurait être remis en cause, avec la nécessité d'un engagement plus fort des médecins sur l'organisation de la réponse aux besoins de santé à l'échelle territoriale. C'est ce qui a été proposé initialement par l'assurance maladie aux syndicats médicaux dans le cadre de la négociation conventionnelle et que nous avons inscrit dans la PPL RIST, c'est l'engagement territorial. Je crois profondément que le médecin traitant assure un rôle central dans la réponse locale aux besoins de santé. Nous devions mieux reconnaître et mieux valoriser ce rôle quand un médecin s'engage pour ses patients et s'engage pour créer de la coopération à l'échelle de son territoire. Pour susciter et ancrer cet engagement, la solution n'est pas d'imposer la contrainte, mais de susciter la confiance. C'est par une approche collective en faveur de la santé des Français qu'il nous faut encourager le plus grand nombre de médecins à s'engager au service de leurs patients et de leur territoire. De quel type d'engagement parle-t-on ? Très concrètement, il s'agit par exemple d'accepter de prendre en charge des patients qui ne trouvent pas de médecin traitant, d'assurer des soins non programmés, de limiter le reste à charge pour les patients, ou bien encore de proposer des parcours de prise en charge pluriprofessionnels par l'exercice coordonné. Nous souhaitons mettre plus de moyens, mais pour qu'ils soient efficaces, il s'agit de les mettre au bon endroit. Enfin, je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui un autre sujet qui vous concerne au premier plan et qui vous inquiète. La 4e année d'internat de médecine générale. Sujet qui n'est pas en lien... Je savais que j'allais être populaire à un moment. Ça avait bien démarré, je savais que ça allait être compliqué. Mais ça va bien se terminer, vous allez voir. Sujet qui n'est pas sans lien avec l'engagement territorial. La 4e année porte 3 enjeux principaux. En premier, un enjeu pédagogique, pour mieux se préparer à l'installation et aux conditions d'exercice en pratique ambulatoire. Oui, j'insiste. Expérimenter concrètement et s'approprier les aspects numériques de l'exercice. Appréhender pleinement l'exercice pluriprofessionnel, apprendre à travailler en équipe avec les autres professionnels de santé en ville, mais aussi avec de nouveaux métiers que sont les IPA et les assistants médicaux. Oui, se créer un premier réseau de professionnels de santé. En deuxième, un enjeu d'équité entre les spécialités. Aujourd'hui, la médecine générale est la seule spécialité à ne pas avoir de phase de consolidation ni d'accès au statut de docteur junior. Cette absence de phase de consolidation est pointée comme une lacune qui ne favorise pas une installation immédiate en sortie de cursus. En troisième, un enjeu d'accès aux soins. J'aurais peut-être dû commencer par là et terminer par l'autre partie, en fait, je suis en train de me dire. En pouvant vous proposer un stage au même endroit pendant une année, l'objectif est de renforcer l'ancrage territorial des médecins. Les nombreuses concertations qui se sont tenues avec les représentants des étudiants et des internes, dont l'ISNAR-IMG, ont fait évoluer le texte lors de son examen au Parlement. Ainsi, il est notamment prévu la possibilité d'une rémunération spécifique pour les internes de cette phase de consolidation, en particulier lorsqu'ils la réalisent dans une zone sous-dense. La garantie de la présence d'un médecin pour accompagner l'interne, qu'il s'agisse ou non de son maître de stage. Et la possibilité de faire, sur exception, un stage qui ne soit pas en ambulatoire, mais porté selon le projet professionnel de l'interne. Pour définir soigneusement le contenu de cette 4e année, une mission a été mise en place et devrait rendre très prochainement ses conclusions. François Braun vous l'a déjà dit en décembre, et je le redis, cette 4e année d'internat de médecine générale ne consiste pas seulement à créer, pour le plaisir, de nouveaux semestres de stage. Elle doit également être l'occasion de revoir et d'améliorer la formation dispensée à nos futurs généralistes, à vous les futurs généralistes, durant les 4 années de leur formation. Je sais que votre syndicat appelle les internes de médecine générale à se joindre à la grève du 14 février. Je comprends votre colère.
vais juste diffuser les applaudissements sans la phrase d'avant. Je comprends votre colère, mais je vous le redis vraiment très sincèrement. Le médecin généraliste traitant est et doit rester la pierre angulaire de notre système de santé. C'est ce que François Braun et moi avons toujours porté depuis notre arrivée au ministère de la Santé et que nous continuerons à porter. Mais le mode d'exercice du médecin généraliste du XXIe siècle ne peut plus être celui du XXe. Il doit être collaboratif, solidaire et en phase avec les besoins des patients. Pouvoir répondre aux besoins des patients tout en conciliant les attentes des professionnels est un juste équilibre que nous arriverons à trouver ensemble. Monsieur le président du Collège de médecine générale, vous avez dit qu'un médecin heureux était un médecin qui soignait bien. Parmi les sujets sur lesquels je me suis engagée depuis l'arrivée au ministère, je travaille aussi beaucoup sur les enjeux de sécurité et de santé des professionnels de santé. C'est pour moi un enjeu majeur et l'enjeu de la santé des étudiants en est un autre. C'est pour ça qu'avec ma conseillère Angèle, nous travaillons beaucoup aussi sur ce sujet. Et puis, Madame la présidente de région, je me dois de répondre, oui, votre région est une très très belle région, mais la France est un très beau pays. J'entends partout, dans tous mes déplacements, puisque 87% de la France est un désert médical, que toutes les régions sont belles, vraiment. L'enjeu qui est devant nous est un enjeu important, et cet enjeu, nous allons réussir à le combattre, ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est Madame la vice-présidente de région, vous avez évoqué que les régions n'avaient pas de compétences santé. Le président de la République a fixé un cap le 6 janvier, et parmi ce cap, il y a la construction d'un pacte territorial, où c'est bien avec les collectivités, avec les professionnels de santé, que nous allons pouvoir répondre aux défis, de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Et je le dis bien, cet enjeu, il est collectif. En tout cas, je ne sais pas si un médecin qui soigne bien est un médecin heureux, ça je sais aussi qu'un médecin qui soigne bien est un médecin heureux. Mais en tout cas, moi je suis ravie de voir 800 internes, et vous voir là, ça me rend extrêmement positive et optimiste, parce que vous êtes les futurs professionnels de demain. Vous allez vous installer, peut-être, sûrement, assez vite, et sachez que partout en France, on a besoin de vous. Je vous remercie.